Mesdames et messieurs, bonjour. Vous qui êtes en tout cas branchés sur la web TV mia.com, c'est votre serviteur Bokare Diko depuis le studio ici à Faladier. J'ai ici des invités de marque, des confrères et non les moindres, le directeur général Afrique de l'Ouest, Média Afrique Média, Monoko Toali. Bonjour. Bonjour à vos confrères, bonjour à vos directeurs de cette chaîne Web TV qui aujourd'hui s'impose positivement sur le terrain des médias et je suis heureux que vous m'ayez invité. Merci. Et ici j'ai à ma gauche Malik Maïga, en tout cas un journaliste, directeur de publication du journal Afrique Fédérale. Bonjour, soyez le bienvenu. Bonjour, je suis très heureux aussi d'être invité. C'est ma première fois sur ce plateau. Également mon bonjour à tous nos téléspectateurs. Merci. Alors aujourd'hui, on va essayer de décrypter l'actualité et le premier thème, on va parler de l'an 1 de la refondation. Peut-on espérer un gouvernement, un nouveau gouvernement, quelle devrait être sa composition? Ensuite, on va parler du sommet extraordinaire de CEDEAO-IMOA qui s'est tenu hier à Accra, dans la capitale ghanéenne, qui a retenu l'haleine de tout un peuple, sinon des peuples ouest-africains, maliens, burkinabés et guinéens, parce que ce sont ces trois pays où les militaires, en tout cas, ont pris les rênes du pouvoir pour éviter un bain de sang, sinon un désastre dans ces différents pays-là. Ensuite, on va parler de la sortie de l'imam Mahmoud Diko, le cheikh, l'érudit, comme on dit, l'éclairé, président du M5 RFP, l'ex-M5 RFP. On va voir quelles conséquences ont provoqué sa sortie lors du forum de Bamako. Et sans plus tarder, on va parler de la refondation. Qu'est-ce qui a changé en Monoko Toali? Oui, merci, comme je le disais tantôt, et j'ai dit grand merci aussi, salut mon copanéliste du jour, hein, M. Maïga, qui est donc aussi l'un des brillants sur le terrain de l'information et la communication. Alors, par rapport au premier sujet de notre rencontre, qui est celui de la rectification, une année déjà, hein, et qu'est-ce qui aurait changé? Qu'est-ce qui aurait changé? C'est la question fondamentale. Est-ce que quelque chose a changé ou que rien n'a changé? Le débat est là. Mais il faut d'abord aller par étapes. La transition qui a été rectifiée, dans un premier temps, devrait répondre logiquement au souci d'assainir le Mali au niveau de la gestion par rapport à la corruption, à la délinquance financière. En même temps, le problème sécuritaire devrait être un premier objet aussi qui devrait être mis en avant de sorte que le Mali pourrait espérer l'organisation des élections. Donc le volet sécuritaire. L'autre volet qui est très essentiel, c'est celui aussi de la cohésion sociale. La cohésion sociale parce que la crise a créé des fissures au niveau des communautés, au niveau des sociétés. Il y a donc bien lieu d'espérer la cohésion. L'autre côté, c'est l'armée en tant que telle qui a pour mission régalienne de sécuriser non seulement tout le territoire, mais protéger les citoyens et leurs biens dans leur ensemble. Alors, sur ces aspects ici ainsi définis, qu'est-ce qui a été possible, qu'est-ce qui ne l'a pas été? Il faut être objectif dans nos différentes analyses. À ce niveau-là, c'est l'armée, au niveau sécuritaire, qui a prouvé qu'elle a eu les compétences, elle a eu les moyens, non seulement avec la crise qui a opposé les autorités maliennes, pour ne pas dire l'État malien, aux partenaires dont la France, l'armée a été à la hauteur pour pouvoir bien vite combler l'espace vide laissé par les autres composantes de la sécurité, dont l'armée française. À ce niveau, l'armée malienne, dans son ensemble, a joué un point positif, a joué positivement, et les FAMA sont donc, comme on le dit, montent en puissance, même si tout n'est pas totalement réglé, et tout n'est pas totalement assaini, parce qu'il y a des villages, il y a des zones qui sont encore sur l'emprise des terroristes, mais ça n'a pas empêché l'armée malienne de s'imposer, de se justifier, et de même de booster ou de chasser certains dans leur zone où ils avaient des ancrages. Donc au niveau étatique de l'armée, permettez,
il n'y a pas de débat. Le débat sur le fond, c'est au niveau de la cohésion. La cohésion a échappé, la cohésion n'a pas été réellement conçue. Alors, on va revenir, on va revenir dans le fond tout de suite. On va permettre à Malik Maïga, juste par rapport à l'an 1 de la rectification, qui a vu Assimi Goïta, en tout cas, prêter serment en tant que président de la transition, chef d'État, chef du plan des armées. Maïga, entre-temps, qu'est-ce que vous avez compris? 1 an, 12 mois après, le 7, c'est le 7. Après, merci beaucoup. Je remercie aussi mon confrère ici présent. Fondamentalement, je dirais qu'il n'y a que 2 points où on peut observer le changement. L'un peut être positif, l'autre peut être négatif. Si on compare, parce que si on fait le bilan d'1 an, c'est comparativement à une phase ou une étape qui est passée. Oui. Donc, si nous essayons de voir du coup d'État, depuis la chute de IBK jusqu'à la rectification, on sentait quand même que les colonels avaient quand même une certaine finesse diplomatique qui leur avait permis, en tout cas, de discuter avec la communauté internationale et les institutions sous-régionales sans pourtant être mis sous embargo ou sanctionné. La rectification, par contre, on sent la disparition de cette prouesse diplomatique qui a caractérisé la première phase de la transition. Et secondo, c'est vrai, entre guillemets, c'est peut-être psychologiquement, on sent une montée en puissance des FAMA, autour en tout cas d'un leadership, soutenu par un discours souverainiste. Ça se justifie, mais fondamentalement, on peut dire qu'on regrette le fait qu'au profit du souverainisme, on a perdu plus ou moins nos prouesses diplomatiques, car le Mali, en ce sens, a toujours brillé. Oui, mais qu'est-ce qui explique cela? Bon, je dirais peut-être que... On est carrément dans le fond maintenant. Dans le fond, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la transition, c'est 2 phases. Parce qu'attention, on a changé de Premier ministre entre-temps. Justement. Le président du M5 RP est devenu Premier ministre. Justement, c'est-à-dire que si on note une certaine différence de vie et d'approche par rapport à la crise malienne, par rapport à la gestion interne et les rapports avec la communauté internationale et les institutions sous-régionales, on sent qu'il y a même que la seule nouveauté ou sinon la seule nouvelle tête, c'est le Premier ministre Choguel Maïga. Sinon, fondamentalement, les acteurs sont restés les mêmes. Donc, même qu'il y ait déviation par rapport à la trajectoire, qu'il y ait rectification de fondation, en tout cas, on sent que c'est à partir de l'entrée en fonction du PM Choguel Kokala Maïga, on a senti en tout cas ce durcissement. Oui, mais est-ce que vous ne trouvez pas que en fait, l'arrivée de Choguel Maïga comme Premier ministre a changé la donne parce que apparemment il a suivi le cri de cœur du peuple qui demandait d'abord avec la crise sécuritaire, la présence de Barkhane 9 ans, dont le bilan est décrié par le peuple et qui a permis quand même de tenir un discours historique à l'ONU et qui a vu, en tout cas aujourd'hui, les rapports tendus avec Paris qui ne s'attendaient pas. En fait, au début, quand tu regardes, Paris et les chefs d'État de la CEDEAO avaient minimisé la junte militaire, y compris le Premier ministre, entre guillemets, parce que même si on le craignait, on sait que c'est un fait politique. Je ne crois pas de discours historique à la tribune, parce qu'on ne peut même pas avoir de discours historique à la tribune des Nations Unies pour la simple raison que personne ne décide là-bas. Historique parce qu'il a dit que la France nous a abandonnés en plein vol. La preuve, c'est que c'est un combat entre 2 individus et non, on a vu, il y a eu des discours encore plus choquants, plus dynamiques, plus révolutionnaires, tels que Mohamed Kadhafi, qui décriait l'absence de démocratie, même au sein de l'ONU, et qui a même déchiré la charte de l'ONU. Ça, c'est encore plus spectaculaire, mais malheureusement, ce n'est pas historique. Donc, la historicité, moi, je le prends sur les faits au niveau interne. C'est que les populations vivent et trouver les moyens, en fait, pour sortir le Mali, justement, de cette situation de précarité. Entendons-nous bien, il faut qu'on se comprenne bien par rapport à ça. Je le dis parce que c'est le peuple qui a demandé le départ de l'armée française.
c'est le peuple qui a demandé. Arrêtons avec la France si elle ne change pas de politique sécuritaire au Mali. C'est de ça qu'il s'agit. Sur cette base-là, je pense que le Premier ministre a surfé sur ça pour en tout cas sortir des discours qui haranguaient les foules. Sans pourtant monopoliser la parole, comme il y a un confrère, moi je pense qu'en réalité, ce n'est pas en fait le peuple. Les colonels, dès leur entrée sur la scène politique, avaient déjà la volonté de couper avec la France. On a vu au lendemain du coup d'État, de la chute de l'IBK, la première chancellerie qu'ils ont été, c'était la Russie. Donc déjà, il y avait la note était déjà là. Et le signal était donné. Voilà, était donné. Voilà. Donc, qu'à la suite, peut-être à travers leur système de communication, leur système politique comment on appelle, de coaching, et ainsi de suite, ils parviennent quand même à faire passer un message au niveau du peuple, le retourner, parce qu'il faut reconnaître que le peuple malien était distrait, sans objectif et rien, mais oui, il était très distrait de 91 à 2020. En réalité, on ne savait même pas où mettre la tête. Alors, il n'y avait pas d'objectif, même ceux qui dirigeaient n'avaient pas de vision ni d'objectif. Mais c'est que peut-être pourtant c'était les démocrates, on disait. Bon, la démocratie c'est autre chose, c'est entre guillemets. Il n'y a pas de pays démocrate sur terre. La preuve est que le pays, la nation qu'on considère de démocratie par excellence, les droits des Noirs sont réprimés. Ah oui, donc c'est pour dire qu'en réalité la démocratie c'est un mot, c'est un idéal, c'est un objectif à atteindre, donc on doit s'efforcer du jour au jour pour l'atteindre. Mais concernant le Mali, je dis que fondamentalement, du début à la rectification, aujourd'hui, l'an 1 de la rectification, je dis tout simplement que le plan initial des colonels était peut-être la voie du salut pour nous, mais l'entrée en jeu des politiciens, il faut le dire encore, les politiques maliens d'avant 91 et d'après 91, le PM Choguel en fait partie. Donc, est-ce que lui-même il n'appartient pas, ou bien est-ce qu'il n'est pas suspendu dans une époque mondiale de la guerre froide? Parce que c'est qu'on a l'impression, un dossier que cette génération de cadres et de politiciens africains, ils ne maîtrisent que le système politique de la guerre froide. Les bras de fer, les discours enflammés, il n'y a pas de propositions concrètes de sortie de crise. Pas de propositions concrètes. Alors, Toali, un an après la rectification, quelle analyse faites-vous, quel bilan vous tirez la présidence du colonel Assimi Goïta? Oui, je le disais en l'introduction qu'il fallait mettre l'accent sur tout ce qui est armée militaire. Tout ce qui est militaire, il y a le positif. Là, il n'y a pas de débat à ce niveau parce que le Mali ait des difficultés sur le terrain, c'est tout à fait normal puisque la guerre est asymétrique. On n'a pas quand même une cible spécifique ou bien une localisation spécifique de l'adversaire. Ce n'est pas une guerre d'État contre État. C'est des voyous, des vagabonds qui se promènent à tout moment, qui peuvent poser des bombes là où on ne les attend pas. Donc, cela peut justifier certaines difficultés. Mais qu'à cela ne tienne, il y a lieu de savoir féliciter l'armée dans sa logique de lutter non seulement pour l'intégrité, parce que c'est une mission régalienne, donc l'intégrité du territoire, et en même temps la sécurisation des populations pour que celles-ci soient dans la quiétude et puissent vaquer à leurs occupations, et cela s'est fait malgré les difficultés. Ça, c'est un. L'autre aspect qui est purement politique, il y a un échec. Ah oui, il y a un échec parce que la transition, par définition, a pour mission de cohésion. Et d'ailleurs, le premier message du président de la transition, Assimi Goïta, il a demandé à ce que tout le monde s'associe, gouvernement inclusif, il faut que tout le monde se retrouve. Et cela a donc motivé le choix qui est de demander à M5RP de pouvoir proposer un premier ministre. Où en sommes-nous? Il y a eu division profonde de la classe politique malienne. Même reniement de ceux qui étaient acteurs de la scène politique ont été taxés des gens d'une certaine époque et mis à l'écart. Or, à la matière, autour de la transition, c'est tous les partis qui devraient se retrouver et soutenir la transition pour qu'elle réussisse sa mission
pour le retour à l'ordre constitutionnel normal. Cela n'a pas été fait sur le terrain politique. Au niveau toujours sur le terrain politique, même le mouvement qui a été acteur du renversement du régime Ibrahim Boubacar Keïta et le mouvement M5RP, aujourd'hui est disloqué. Permettez l'expression, mais M5RP est disloqué et cela participe à l'échec de cette mission politique. L'autre aspect, c'est bien la diplomatie. La diplomatie a pour excellence le langage de souplesse, de convaincre, d'aller à l'essentiel sans frustration. C'est en cela que quand un ambassadeur va faire ses adieux, quelles que soient les difficultés qu'il ait eues sur le territoire, il dit, il va avec un regret, il n'avait même plus envie de partir. C'est toujours la diplomatie. Et la diplomatie, quand on n'a pas la possibilité de résoudre une équation, on dit, on donne à la chance, on peut revenir, il y a l'espoir. C'est ça la diplomatie. Or, ici, à la fois la diplomatie qui est confiée à un professionnel de la diplomatie qui est Abdoulaye Diop, il est même outrepassé par le Premier ministre qui n'a pas une mission de la diplomatie. C'est le Premier ministre qui fait des déclarations, qui dit les 24 mois sont plus discutables, c'est incompréhensible. Mais ce n'est pas sa mission. Désolé, ce n'est pas sa mission. Non, le Premier ministre reste Premier ministre, mais il n'a pas une mission diplomatique. Ce n'est pas le diplomate malien. Le Mali a choisi son diplomate, dont la mission relève des missions régaliennes et rattachées à la présidence. De ce point de vue, le diplomate gère la diplomatie avec la finesse, le langage de la diplomatie pour ne pas choquer les partenaires, pour ne pas les frustrer et arriver au dialogue, à un consensus et sortir le Mali de certaines difficultés puisque le Mali a besoin de ses partenaires. Cette mission est confiée à un diplomate chevronné, professionnel en la matière, et le Premier ministre joue ce rôle et qui met en porte-à-faux le diplomate. C'est un échec. Pourquoi? Je donne un exemple palpable. Devant CNT, qui est supposé jouer le rôle de l'Assemblée nationale du Mali, le Premier ministre dit au CNT que les 24 mois incompressibles. Le lendemain, les hautes autorités mandatent le ministre des Affaires étrangères pour aller au Togo demander à Faure Gnassingbe d'être médiateur ou le facilitateur. Mais c'est un échec, un désaveu du Premier ministre. Oui, il est désavoué. Et ça prouve en quoi, en combien de fois, il y a, la machine ne fonctionne pas à son niveau politique. L'autre point qui est très important, le Premier ministre, il a accumulé des erreurs très flagrantes qu'il faut aussi souligner. Lorsqu'il y a eu des massacres supposés, ou les accusations au niveau de Moura, c'est ça, oui, Moura, le chef d'état-major, c'est-à-dire l'armée, a donné sa position. Dans les faits, quand l'armée se prononce, on ne revient plus là-dessus. Le Premier ministre, par bâton magique, reçoit les peuples de cette zone. Pourquoi? Il se reproche quoi? Il veut avouer quoi? Or, quand il s'agit d'un terrain de l'armée, c'est l'état-major de l'armée qui s'exprime. Et si il y a besoin d'exprimer, c'est le chef d'État et non le Premier ministre. Le Premier ministre n'a pas de compétences. Là, il est effacé. Justement, il s'est invité là où il ne devrait pas être. En recevant les peuples, il a dit implicitement qu'il y a un problème. Puisque les peuples l'ont dit. C'est ce qu'il ne fallait pas faire. Il fallait laisser l'armée jouer son rôle. Donc, ces confusions terribles n'ont pas aidé. Maintenant, au niveau des acteurs, je prends ceux qui aussi ont le marteau du CNT, donc des députés, et qui en même temps se retrouvent dans les rues, qui se comportent comme des activistes qui peuvent se permettre d'insulter tous les chefs d'État en même temps, alors que ceux-là représentent l'Assemblée nationale du Mali, même si l'Assemblée nationale au sens aigu du terme n'est pas là, CNT juste, ce sont des parlementaires maliens. Oui. Alors comment peut-on accepter que les parlementaires maliens insultent le chef d'État du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin et qu'on l'applaudisse? Il faut que chacun sache. Ça complique le travail du ministre des Affaires étrangères. Justement, vous ne pouvez pas mener le ministre des Affaires étrangères aux négociations et sur le terrain insulter ces mêmes chefs d'État. Et vous vous applaudissent. Donc il faut revoir ces mécanismes de gestion. Et c'est la matière, c'est là qu'il y a beaucoup plus d'erreurs sur le niveau de l'armée.
Il n'y a rien à faire. L'armée se bat avec des équipements. Les militaires sont vraiment... Vous avez parlé dans l'introduction Oui. de la délinquance financière, de la corruption, la cohésion sociale. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et ça n'a pas marché avec l'an 1 de la rectification? Non, mais vous savez, il ne faut pas... Nous soutenons Parce tous... tout en sachant bien entendu que le président de la transition n'est pas politique. Mais justement, c'est là qu'on l'induit en erreur. Nous avons dit, il y a plusieurs fois on l'a dit, sur d'autres canaux, sur d'autres plateaux, que ceux qui vont engouffrer la transition malienne seront les politiques. Nous l'avons dit. Nous avons également dit qu'ils font le saut dans l'inconnu. Et nous y sommes. Ce n'est pas les discours qui comptent. La lutte contre la délinquance financière. Le Mali s'est donné une institution qui s'appelle le Bureau du vérificateur général. C'est une institution autonome, indépendante. Et ces rapports, c'est des tonnes, des pages. On n'a qu'à le résultat aujourd'hui. On est où? On en est où? Exactement. Là, en ce moment, vous êtes un peu le ministre de la Justice. Que ce soit le ministre de la Justice ou celui qui a la responsabilité, en tout cas, le rapport de vérificateur, ce n'est pas 2 pages. Et ce n'est pas 2 noms qui y sont cités. C'est vraiment des tonnes de pages. Alors, où en sommes-nous avec cette équation? Il a fait un bilan, il dit le dossier évolue, les gens commencent à... Mais vous avez vu quelqu'un qui fait bilan, qui se contredit, qui se donne tort? Comment ça? Je n'en ai jamais vu. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui fait, même les ministres que vous invitez, on va en parler, qui sont invités sur l'ORTM. Mais ce n'est même pas cette mission qui n'est pas professionnelle. Elle est un non-sens. Voulez-vous qu'un ministre s'asseye à la télévision nationale pour dire je n'ai pas travaillé? C'est quoi ça? Il faut sortir de ces trucs-là pour le respect qu'on a pour la nation, mais ce n'est pas une meilleure forme de communication lorsqu'on est dans une transition. La meilleure forme de communication en transition, les institutions face aux institutions. Donc, l'Assemblée, c'est-à-dire CNT, convoque, interpelle les ministres, parce que c'est leur mission d'interpeller les ministres et de faire le contrôle de l'action gouvernementale. De ce point de vue, c'est face au CNT que les ministres devraient s'asseoir pour discuter. Chaque ministre devant un ministre devant CNT, et le CNT va lui poser toutes les questions parce que c'est CNT qui est bien mandaté, qui a là les possibilités. Donc, et non devant un écran. Mais tu es assis devant un écran, tel journaliste ou autre. Non, mais écoutez, prenez la nation au sérieux. Ça, c'est pas une communication, ça ne répond à rien d'une communication. Voulez-vous qu'un ministre s'asseye à la télévision nationale du Mali pour dire moi je n'ai pas travaillé? Voulez-vous qu'ils disent tout le monde aura travaillé, tout le monde aura eu 20 sur 20. Quand ils vont passer, chacun aura 20 sur 20. Juste pour dire que on est dans une logique où il faut dépassionner les débats. Il faut situer les situations dans leur contexte pour aider à ce qu'après cette transition, le Mali puisse mieux vivre. Alors, la cohésion sociale n'existe pas. Qu'est-ce que vous attendez par cohésion sociale? Le PM qui ne s'attend même pas avec ses membres. Si Kadjatousso est où? Le ministre Batili, maître Batili, c'est ça non? Il est où? Cheikh Ouma Sissoko est où? Tout ceux-là qui était hier, Kaoudim est où? Diko, dont on parle, il est sorti, il est où? Écoutez, où est la cohésion? Où est la cohésion? Mais on dit, d'aucuns disent quand même que non, mais c'est qu'il faut... Ceci à eux, ce ne représente pas la écoutez, il faut peut-être que le président de la transition, Assimi Goïta, prenne ses responsabilités pour parler. Il est resté longtemps dans... Qu'est-ce que vous entendez par prendre ses responsabilités? Mais il faut qu'il parle. Il faut qu'il parle aux Maliens. Il ne dit rien. C'est tantôt Fomba qui parle, qui nous amène l'océan de la Guinée au Mali. Tantôt il dit que non, le Mali a décidé qu'on va sortir de CEDEAO et qu'on ne reste plus dedans. Le lendemain, on dit on reste dedans, on négocie. Écoutez, ils ne sont pas les porte-parole d'Assimi. Assimi Goïta, il est respecté par toute l'Afrique. Vous savez pourquoi? Parce qu'il incarne l'État malien. Quand il était militaire, qui s'occupait de lui? Personne ne le connaissait. Dès l'instant qu'il incarne l'État malien, il mérite le respect de tous. Dès lors, quiconque veut parler à son nom doit remuer sa langue cette fois. Pour ne pas mentir, et le mensonge va retomber sur Assimi, qui lui-même ne parle pas. Et la première institution de la République. Et la première institution de la République. Et les gens sont dans les rues tantôt. Wagner, qui a mené le problème de Wagner? C'est les mêmes au boulevard qui a dit que les Russes sont là. Les Wagner sont là. On n'a plus besoin de France. Les autorités s'en rendent compte que c'est pas bon. Les autorités disent on n'a pas Wagner ici. Ils vont au meeting, on dit on est là. Qui a créé le problème malien? Il faut que les gens cessent cette façon d'agir. Chacun doit rester
dans son cadre professionnel, D'accord. dans la sphère de ses compétences, et pour aider cette transition. Merci. Malik, un dernier mot tout de suite par rapport à l'an 1 du président Assimi Goïta. Il a parlé de cohésion sociale, il a parlé de lutte contre la corruption, délinquance financière. En 2 mots? En réalité, je me suis dit que, en deux ou trois mots, la transition, c'est donner une charte. C'est fixer des missions et des objectifs à atteindre. Ça n'évader pour essayer de s'immiscer dans le rôle régalien d'un État qui est constitutionnellement assis. Je dis qu'il y a problème. Donc, ils doivent revenir très rapidement à leur charte et reprendre les missions assignées par la charte pour leur permettre de sortir. Corriger, rectifier quoi. Même pas rectifier, mais revenir. La rectification a été déjà faite. On ne peut pas encore rectifier une rectification. Ça devient une médiocrité en ce moment. Donc, moi, à mon avis, ils n'ont qu'à seulement revoir leur charte et essayer de l'appliquer et sortir très rapidement de cette crise qui a trop duré. Merci. Alors, on va passer au second thème qui est l'actualité. C'est le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO et du 10 mois qui s'est tenu hier à Accra. En tout cas, la quintessence de l'opinion nationale ici s'attendait à la levée des sanctions qui frappent le Mali depuis 4-5 mois, le 29 janvier dernier. Et coup de théâtre, patatras, à la dernière minute, on apprend que, en tout cas, par rapport à ces sanctions, c'est reporté à un autre sommet au 3 juillet. Alors, vous avez suivi. Quelle analyse faites-vous justement de ce sommet-là? En fait, je dirais, comme l'ancien chef d'État sénégalais, Abdoulaye Wade, il dit que les chefs d'État africains et les décideurs africains ont vraiment une pathologie, c'est une maladie chronique, la colique, la séminarie, les rencontres inutiles. En réalité, c'est encore une visite de santé, une rencontre de santé. Parce que quand on parle de sommet extraordinaire, ça veut dire qu'il y a une situation nouvelle sur laquelle il faut tabler. Et malheureusement, c'est la montagne couchée même pas une souris, mais d'une fourmi. D'accord, alors Koutouali. Moi, je vois, merci pour la pertinence de ces analyses, hein, mais moi, je vois plutôt comme étant un signal fort lancé et aux autorités maliennes de la transition, bien entendu, et aux autres. C'est un signal fort. Parce que, quoi qu'on dise, qui a le dernier mot pour enlever l'embargo? Chef d'État de la CEDEAO. C'est la question fondamentale que les gens doivent se poser. Que la CEDEAO soit manipulée par la France, que la CEDEAO soit pourrie, nous l'avons tous condamné parce qu'elle a mis l'embargo sur nos populations africaines du Mali, toutes choses qu'on n'a pas acceptées. Mais devons-nous rester éternellement dans ces accusations, dans ces injures, alors que l'embargo, par définition, impacte la vie des populations? Oui, je ne vous interromps pas, mais tout de suite, il faut dire que ça a causé quand même des conséquences économiques et financières. Rien que 3 banques, la place, BDM, BMS et BNA, l'État malien doit près 800 milliards sur 900 milliards, sans compter au niveau de la CEDEAO. Donc l'addition sur Corse. Oui, justement, certaines sources disaient même que CNT n'avait pas reçu son salaire le mois passé, le mois qui est passé. Vrai ou faux, je n'ai pas les sources, mais les gens l'ont dit. Je vais simplement dire, l'embargo, quel qu'il soit, apprécié ou pas, est une mauvaise chose. Dès l'instant que c'est une mauvaise chose, il ne faut pas accepter que ça perdure, quelles que soient les raisons, quels que soient les justificatifs. Parce qu'on a comme l'impression que beaucoup préfèrent que les Maliens souffrent pour rien. Ça ne coûte rien de négocier, de débattre. Un brigand qui vient dans votre maison, il dit, vous donnez l'argent ou j'amène votre épouse. Vous faites quoi? Donnez l'argent. Libérez votre épouse si vous l'aimez. Mais si vous ne voulez pas donner votre argent, il va torturer votre épouse. Il va l'humilier. Et donc, ça veut dire que la vie de votre épouse ne vous dit rien. Je donne cette image justement pour que vous compreniez, et pour être lucide là-dessus. CEDEAO embrigade une population.
Les autorités sont là. On a critiqué, la CEDEAO n'a pas respecté. Il n'y a qu'un texte de la CEDEAO qui nous dit. Ça, c'est un fait. Tout a critiqué. Mais la sanction dure. Et on ne trouve pas de solution pour que la sanction s'élève. Et les gens qui souffrent, c'est la population pour lesquelles les autorités étaient supposées venir gérer. Parce que gérer veut dire faire en sorte que la population ne souffre pas. C'est ça la gestion de l'État. Et donc, on ne peut pas gérer et pendant 5 mois, la même population pour laquelle on gère croupit sous les signes de l'embargo. Il faut donc faire un choix. Soit on aime tellement la politique, on peut fermer les yeux sur la souffrance de la population, ou soit on aime sa population et on fait l'économie de ce qu'on peut faire pour négocier pour que la sanction quitte. Voilà moi ce qui m'intéresse. Que quelqu'un ait dit, on a tous critiqué CEDEAO, personne n'a applaudi CEDEAO. On l'a critiqué sur toutes les chaînes, même Afrique Média, nous on a fait notre quotidien, notre petit déjeuner, chaque matin, chaque jour. Mais est-ce que c'est suffisant? Arrivons maintenant à la notion de la solution, c'est pourquoi j'ai parlé de la diplomatie et je suis d'accord avec mon confrère Maïga qui a parlé de la diplomatie. Le diplomate ne peut pas accepter qu'une sanction qui pénalise sa propre population perdure. Comment on peut concevoir que 4 mois les Maliens jouent? On motive que CEDEAO n'est pas bon, CEDEAO c'est la France, mais que CEDEAO soit la France, que CEDEAO soit Israël, que CEDEAO soit sur la planète Terre, que c'est des extraterrestres qui les manipulent, ça ne remet pas en cause l'existence des sanctions. L'équation réelle, c'est comment, malgré tout, sortir des sanctions. Voilà le vrai débat. Maintenant, quand certains parlent, à un moment donné, on dit non, la CEDEAO est partie avec l'OTAN contre le Mali. La CEDEAO a fait ça contre le Mali. Le Mali est... Écoutez, si on veut tout résumer, toute action de CEDEAO, on prend le sens au Mali, c'est qu'on n'aime pas finalement le Mali. Parce que le Mali est tellement fondateur et premier responsable de la CEDEAO. Et donc, c'est sa structure, c'est la structure du Mali. Et donc... D'accord, on va continuer, mais on a un confrère, Lawa Goulé Touré, qui va intervenir depuis l'étranger, ici. Précisément, de la Guinée-Conakry. Oui, Lawa Goulé Touré, vous êtes en ligne? On vous écoute? Allô, bonjour, on vous écoute, vous êtes en ligne? Ouais, allez-y, oui, on vous écoute. C'est par rapport au sommet de la CEDEAO, oui? Je vous remercie et je salue mes frères qui sont sur le plateau avec vous. Oui, ils vous entendent. Je vous salue. Allez-y. Et je remercie nos frères qui sont sur le plateau. Merci. Et l'ensemble des auditeurs. Je suis avec attention le développement de nos deux frères qui ont vu juste. Mais, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est que la CEDEAO? Voilà. Allez-y. Nous sommes en face d'une équipe de brigands dont certains ont pris conscience pour faire un pas en arrière. Si le sommet d'accord a accouché d'une fourmi, je l'appelle comme votre très bien de le dire, c'est que la mauvaise foi n'a pas pu se mettre à branle. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, il y a plus de conscience. Parce que c'est le réveil de la CEDEAO de quelqu'un qui a peur d'inverser la CEDEAO politique. Et les gens se trompent énormément. Les gens se trompent énormément parce que je peux vous dire une chose. Oui. C'est notre problème. Que les politiciens sont en train de se rendre compte que les peuples sont plus dupes. Ce ne sont plus les mêmes peuples d'avant qu'on pourrait manipuler en accusant la France, en accusant des mains étrangères. Mais ce sont les Africains qui appliquent. Est-ce que nous allons continuer à assister à un palais avec des personnes que nous connaissons, bien identifiées, qui ne se cachent même pas de la souffrance des autres peuples? Ça veut dire que ce n'est plus une communauté. La CEDEAO, pour moi, n'a plus de sens. Parce que la CEDEAO a raté sur tous les plans. Mais la diplomatie dont tu parlais de frère tout à l'heure, même vous savez, vous pouvez avoir le langage diplomatique avec quelqu'un qui est diplomate. Tout comme on dit souvent, tu ne peux réveiller que quelqu'un qui dort véritablement. Sur quel que soit le bruit, si quelqu'un fait semblant de dormir, tu ne pourras pas le réveiller.
D'accord, on vous a entendu, les confrères vont réagir, vous restez en ligne. Toé, chose, comment on appelle, Monaco, comment réagissez-vous par rapport à Toé? Oui, et il faut déjà saluer le frère et la pertinence de son analyse. Et personne ne peut contester le fait que les chefs d'État de la CEDEAO ne jouent pas franc jeu. Donc le débat n'est pas aujourd'hui à ce niveau, puisque ça fait plus de 4 mois que nous les critiquons, nous les dénonçons sur ce terrain-là. Ce qui est important aujourd'hui à retenir, c'est comment sortir le Mali de cet embargo qui fait du tort à la population malienne et même aux populations des pays membres de la CEDEAO frontaliers du Mali. C'est l'équation réelle. Je suis donc d'accord avec le frère, ce qu'il dit. Mais est-ce parce que la CEDEAO est pourrie qu'il faut fermer les yeux sur les sanctions qui font du tort? Parce que les commerçants, beaucoup ont pris des crédits avec les banques, à d'autres moyens pour faire leur commerce. Leurs marchandises sont bloquées. D'autres devaient peut-être rembourser l'argent dans un délai de 90 jours. Généralement, c'est ça. Ça fait 3 mois. Ils n'ont rien produit, ils n'ont rien vendu et ils ne vont pas rembourser. Qui va les aider après? Voilà la question de fond. Les petits commerçants, vous savez, le Mali, c'est l'un des pays africains qui est vraiment reconnu pour son commerce. Et le Mali vit aussi de l'informel. Donc, s'il n'y a pas d'entrée des grossistes, il n'y aura pas de semi-grossistes, il n'y aura pas de détaillants. Et par voie de conséquence, ceux qui prenaient pour se promener dans les bureaux un peu partout pour vendre, donc c'est toute une chaîne qui est bloquée. Pour savoir si donc l'embargo est une bonne chose et qu'il faut le placer sur l'angle politique, il faut interroger le patronat. Il faut interroger le patronat. Excusez-moi de m'introduire. Excusez-moi, cher frère. Allez-y. Mais je vous donne un exemple. Vous savez, on apprend plein de trucs en Afrique, surtout avec le peuple solidaire africain d'aujourd'hui. Les Européens nous ont montré la voie à suivre. Suivons la voie, parce qu'on apprend de leurs erreurs. Nous voyons par exemple la guerre en Russie avec l'Ukraine. Ils ont fait des sanctions ciblées. Mais il ne faut pas rester pour commenter et il ne faut pas rester pour suivre les mêmes voies que la CEDEAO nous impose. Qu'est-ce que nous devons faire? Il y a la fête de Tabaski qui arrive. On ne livre pas de bétail ni à la Côte d'Ivoire ni au Sénégal. C'est pas simple. On peut cibler des actions fortes. Le Mali aussi a un poids. Le Mali a la capacité de ne pas livrer aussi à certaines structures étrangères qui ont fait l'application des sanctions contre le Mali. On peut voir aussi toutes les structures de la CEDEAO, des pays contre le Mali. On voit quelle structure au niveau du Mali. On voit que coup pour coup, il faut qu'on sache que dans la vie, ce sont les mecs qui se lavent. Un doigt ne peut pas fonctionner seul. C'est les 5 doigts qui font une main. Si nous appliquons la même chose, vous allez voir que les choses vont changer très vite. Au jour d'aujourd'hui, si le Burkina et le Mali ne développent pas des bétails ou à Côte d'Ivoire, il n'y a rien à manger. Et c'est la Côte d'Ivoire qui s'évertue chaque jour avec des machinations. Donc il faut être très pratique. Moi je pense que le gouvernement de la Guinée doit passer à une étape supérieure. La Guinée va faire la même chose. Le Burkina la même chose. Les sanctions, d'accord. Mais nous aussi on peut vous sanctionner. Le coton malien ne rentrera plus par un lobby européen. Ils ne verront plus notre coton. Ils ne verront plus notre gramme d'or. Ils ne verront plus un produit venant de chez nous. Nous savons tout acheteur. Ils ne verront plus notre poulet, notre viande, notre mouton. Essayons de riposter coup pour coup. Parce que c'est la même chose qu'ils sont en train de faire. Donc tous les hommes d'affaires venant de ces pays-là qui existent aussi au Mali, qui ont des sociétés, on les bloque. Ils vont voir si ça fait du bien. Tu ne peux pas rester chez toi, mettre du feu dans la maison de ton voisin et t'asseoir sans penser que les flammes ne peuvent t'atteindre un jour. Quand tu vas vivre la même situation, je pense que ça va faire réfléchir. Si nous allons poser d'aujourd'hui à demain, on ne changera pas. On ne changera pas. D'accord, on a compris. Mais si vous avez 2 mots à dire par rapport à l'an 1, la rectification de la gestion du président Assimi Goïta, la cohésion sociale, la délinquance financière, la corruption, est-ce que vous avez quelque chose à dire, hein? Vous savez, le président Assimi Goïta est venu par un pays en difficulté. Au jour d'aujourd'hui, la corruption est toujours de mise. Pourquoi? Parce que dans les maillons du gouvernement, dans le secteur public, il y a toujours des partisans qui sont là, les partisans du régime IBK, qui sont toujours en train de continuer sur la même voie. Je vais vous parler une chose simple. La justice, j'ai pris le ministre Kassoké d'aller au-delà des paroles. Le vérificateur général a fait relever beaucoup de dysfonctionnements.
Nous savons qui est qui. Si vous prenez dans le secteur de la douane, tous ceux qu'on a exercé de la douane au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'ils ont été jugés? Mais nous savons la catastrophe nucléaire qui a eu lieu là-bas. Où est cet argent? Je vous dis que ce sont... Bon, il y a eu une catastrophe là-bas? Tout le monde le sait. Il faut qu'on arrête de se voiler la face. Le service le plus corrompu au Mali, c'est la douane. Et si vous quittez la douane, vous repartez où? Aux impôts. Même à la caisse, à l'INPS. Tout le monde sait qui vole. Et les anciens voleurs forment en opposition. Ils partent se cantonner tous à Abidjan pour faire un front, pour faire tomber leur pays. Il faut qu'on commence à faire ce que le plus démocrate, qui est antidémocratique au monde, le fait. Que tous ces opposants connus, tous ces fonctionnaires corrompus qui volent l'argent du Mali pour aller faire front à Abidjan pour attaquer le Mali, qu'on commence à les condamner 20 ans, Bon. comme ils nous ont fait comprendre. Vous confirmez cette information, ces retrouvailles de ces anciens dignitaires à Abidjan? Je l'assume pleinement. Il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de preuves. Tout le monde le sait. D'accord. Et les confrères vont réagir. Malik Mega en premier lieu. Malik? Ouais, effectivement, je partage totalement ce qu'il avance, bien que j'aimerais juste dire qu'en réalité, nous sommes dans une période transitoire, c'est une transition, et la transition par vocation n'a pas les objectifs de gérer comme un régime constitutionnel, un régime légal. Une transition se fixe des priorités à atteindre très rapidement pour sortir en réalité de l'illégalité justement, pour remettre le pays sur les rails de la constitutionnalité. Ça c'est un. Deuxième aspect, l'homme ne tient que par sa parole. Peu importe ta révolution, peu importe ton courage, ton amour pour ton peuple, quand tu donnes ta parole au père, je pense qu'il faut la respecter. C'est-à-dire au départ, personne n'a chicoté les colonels ni les hommes politiques à décider 18 mois. Ouais. Personne n'a forcé les Maliens à choisir 18 mois dans la charte au départ. Mais si après, vous voulez changer, continuer à changer, cette méthode a été déjà vue au Mali, après 68. On n'invente pas la roue. On n'invente pas la roue. Les réalités mondiales aujourd'hui sont en train de changer. Nous sommes face à un monde en transformation. Je suis d'accord que s'ils ont la possibilité et les moyens de rentrer en contact avec d'autres partenaires autres que les partenaires traditionnels, tant mieux. Mais nous savons au jour d'aujourd'hui que le Mali est tributaire non seulement de ses voisins, mais tributaire des anciens partenaires, parce que peu importe notre révolution, on n'a pas pu la mener jusqu'au bout. Pour la simple raison que le peuple demande la création d'une monnaie, l'État traîne les pas. On demande la sortie de la CEDEAO, l'État traîne les pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, Touré, qu'est-ce que vous répondez là? Vous savez, mon frère, il est toujours très humain. C'est une lecture normale d'une personne française qui essaie de trouver ce que soit. J'appelle son action la diplomatie. Mais vous savez, on peut promettre. Et les réalités du terrain vous amènent sur un autre plan. Tout le monde a vu dans ce pays, en Afrique de l'Ouest, tous ces présidents qui se réunissent pour faire cette action, combien de présidents se sont dit combien de fois de ce qu'ils avaient promis ou juré. Donc c'est pour le Mali, on peut prendre pour en faire un carton noir et en faire une propagande mondiale. Mon cher frère, moi j'explique simplement que le Mali a eu une évolution différente parce que les enjeux au Mali sont différents des autres pays. Et les réalités sécuritaires sont là. Les enjeux géostratégiques sont là. C'est vrai que nous sommes indépendants, mais nous sommes dépendants des uns des autres. J'accepte. On a dit 18 mois, c'est vrai, mais les réalités du terrain n'ont pas permis. Et remarquez une chose, aucun gouvernement légal, comme on le dit, démocratique, qui se pose, n'a la capacité de transformer un pays. Parce que les politiques ne passent pas qu'à faire des compromis politiques. Ils ne vont jamais au-delà. Ils ne règlent jamais les problèmes du pays. Parce que monsieur doit penser aux prochaines élections. Je pense que les coalitions doivent se transformer autrement, à s'adapter aux réalités des pays. Ils n'ont pas vocation, c'est vrai, mais en mettant en place des bases solides, il faut que la justice soit de mise. D'accord. C'est une vocation qui doit se mettre au point. D'accord, il faut que la justice
l'histoire de mise. Toali, une réaction tout de suite par rapport à toi? Oui, mais vous savez, j'apprécie beaucoup le frère et je lui tire le chapeau pour la pertinence de ces analyses. Et soyez-en remerciés, chers frères. Et Je suis honoré, mon cher frère, de partager cette idée avec vous. je suis très fier de vous, de la pertinence des analyses. Mais il faut contextualiser la situation, sinon si on généralise, on ne sortira pas. Le contexte c'est lequel? On est dans un contexte de transition. L'embargo, qu'il soit bon ou pas, qui sont ceux qui souffrent? C'est les populations. Que devons-nous faire pour mettre fin à la souffrance de ces populations? Voilà là l'enjeu et l'intérêt de ce débat de ce matin. Est-ce qu'il faut dire qu'on va faire coup par coup alors qu'on ne s'était pas préparé à ce coup par coup? On n'avait pas organisé, puisque dans la vie, les opérateurs économiques ont développé leurs relations, soit au Sénégal, au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un jour du réveil de la mer, on va balayer toutes ces relations pour dire non, ne transigez plus avec eux, mais allez-y ailleurs. Je vous comprends, ce que vous dites, c'est tout à fait fondamental. Mais gérant la conjoncture, la politique, c'est la gestion des conjonctures du moment. Et apporter des solutions indiquées aux conjonctures du moment. Si on sort de ce contexte et qu'on particularise ou on généralise du moins, on va retrouver la lutte du colonialisme et on ne sortira pas. Et peut-être que ça va nous amener à faire 20 ans, 10 ans de transition, 50 ans de transition. Mais la transition, il faut aussi la définir. Tous les dictionnaires du monde, chaque mot a sa définition. Quelle est la définition d'une transition? C'est aussi ça. Donc moi, je suis parfaitement d'accord avec vous et je salue la pertinence de ces analyses, mais le peuple souffre. Le pain, aujourd'hui, l'œuf ici, c'est 125 francs. L'œuf. Demi-pain, c'est 150 francs. Le marché, tout augmente. Est-ce qu'on va rentrer toujours dans ce bras de fer avec la CEDEAO et l'homme qui cherchait sa popote, qui n'en trouve pas? Il va être résilient, il va être fort moralement et il ne paye pas le national de sa femme. Les enfants vont pleurer. Madame demain va partir. Écoutez, on a des réalités qui sont là. Je suis parfaitement d'accord quant à l'idéal. Or, l'idéal ne s'obtient pas du jour au lendemain. C'est un processus vers lequel nous allons. Et donc, il faut permettre à ce que la transition puisse dégager les contours, comme le disait notre confrère Maïga, pour trouver les possibilités d'un retour à l'ordre de constitution normal, pouvant permettre au prochain régime, au prochain pouvoir, de gérer la logique des Maliens, puisque c'est les Maliens qui iront aux urnes. Voilà. Alors, Toé, vous avez une réaction, on va tourner cette page-là pour passer à la sortie du moment. Vous savez, j'ai dit merci à mes frères. Ils sont tous pertinents. Mais vous savez, le grand problème qu'on a, quand un homme te donne un coup du sabot, tu ne peux pas le tourner. Parce que l'âme reste là. Vous voyez, il faudrait conceptualiser comme vous l'avez dit. Par rapport au contexte aujourd'hui, quelle sorte de verbe n'a pas été conjuguée pour qu'on puisse comprendre la souffrance du peuple malien? Mais ils n'ont pas d'oreille. Vous comprenez? Ils n'ont pas d'oreille. Et ce qui est dommage, ce sont des Maliens qui sont aussi à côté de ces présidents-là, qui sont la cause de la souffrance du peuple. Ah bon? Et ces Maliens, excusez-moi. Oui. Bon, on vient de perdre notre confrère en ligne. Chers téléspectateurs, vous suivez, le débat devient très intéressant. C'est que sur le certain, on ne peut pas rester éternellement sous ces sanctions-là. Il faut trouver en tout cas des solutions rapides, en tout cas pour sortir de ça. Le président Assimi Goïta est plus qu'interpellé aujourd'hui. Il doit s'adresser à la nation. Nous pensons très sincèrement, après ce sommet d'hier, Assimi doit s'adresser à la nation, un discours dit d'un grand chef d'État comme il est aujourd'hui, qui incarne un modèle au plan mondial. Alors toi, je vois que vous voulez réagir. Oui, justement, il y a un problème très précis. On appuie la CEDEAO. Personne en Afrique n'a applaudi la CEDEAO. Mais il faut aussi qu'à notre niveau, on dise ce qu'il y a à dire. On parle de chronogramme. Chronogramme, ça va mettre combien d'années pour être fait? Ça, c'est les populations du pays qui souffrent. Que proposent les autorités par rapport à ce contexte? Puisque le dernier mot ne dépend pas des autorités. Les autorités subissent une sanction. Et donc, si on reste dans cette position, comment la sanction sera levée et comment les peuples peuvent être libres de leurs activités? Voilà leur question de fond.
Sinon, quand il faut rester pour dire, on va rentrer dans les théories, mais les théories ne peuvent pas nourrir tout le monde. Ceux qui sont en location, et ta maison, le mois est fini, il faut payer. Oui, on voit qu'en dehors de ces sanctions, ça a été calculé, ça a été fait exprès, sciemment, si on peut le dire ainsi. Et les informations qui filtrent, en tout cas d'Accra, on voit que les chefs d'État demandent la nomination des premiers ministres neutres, la formation du gouvernement de large couverture. Malick Maïga, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un pied de nez qui veut le faire au peuple malien dans son esprit? Pas du tout, pour la simple raison que depuis à l'entame de mes propos, j'ai très bien dit que la feuille de route des colonels était viable. Mais il a fallu la nomination des révolutionnaires de la rue pour les faire dévier de leur trajectoire normale, qui va dans le salut de la République. Oui, cher confrère, vous voulez intervenir? Excusez-moi, Oui, allez-y. Oui. Je disais que vous savez, quand j'ai dit qu'il y a des Maliens qui sont la cause, tout le monde sait que l'ancien régime de l'établissement du Bénin, la plupart des opposants politiques qui sont aujourd'hui là, ce sont des personnes que nous avons accusées de toute la mauvaise gouvernance et que le peuple a dû chasser du pays. Oui. Aujourd'hui, ils sont constitués en opposition, ils sont soutenus par qui? Je laisse, au-delà du fait qu'il y a des présidents qui ont été primés dans le sac à discussion en conversation de mauvais augure avec certains de ses opposants, mais ils sont tous caricatural. Surtout quand je vous dis, ne détournez pas la transition de faire la justice maintenant. Parce que c'est pas la justice maintenant, ce sont les mêmes manigances qui vont se mettre en place pour ramener des mauvais oiseaux encore dans la cage. Il faudrait que tout se balaye en même temps. Tu ne peux pas balayer un coup, c'est une partie traitée, une partie des branches mortes, pour dire non, je vais enlever les branches et je vais laisser les feuilles. Il faut balayer la cour du gouvernement avant que la nouvelle base se mettre en place dans une cour propre. Malheureusement, cette transition doit prendre aussi en charge cela. Tout doit se faire en même temps. Je suis désolé, pour qu'on puisse en sortir, il faut aller de cette manière. Donc, vous pensez qu'il faut essayer au bain pour la transition de remettre de l'ordre, aller vers une refondation, comme il dit le Mali Koura? On est obligé parce que la refondation est déjà là, la renaissance est dans l'esprit. Quand je vois par exemple des pays comme la France ou les États-Unis qui donnent des milliards de dollars à l'Ukraine, et que nous en Afrique, ils ne seront jamais capables de nous donner des milliards, ça va nous faire prendre conscience qu'on peut compter sur nous et notre solidarité. Mais tout cela, les matières premières viennent d'où? D'Afrique. C'est une prise de conscience. La refondation, elle est nécessaire. On ne peut même pas se détourner. Il n'y a même pas de diplomatie dans ce sens. Mais le temps est limité quand même pour cette refondation. C'est une période d'exception, la transition. Oui, la période d'exception, est-ce qu'on a besoin de 6 mois pour juger, pour que la justice fasse son travail par rapport à tous ceux-là qui ont fait des bêtises au Mali? On est prêt déjà. Là, vous interpellez le ministre de la Justice, là. Le ministre de la Justice doit agir. On ne peut pas permettre qu'un directeur de l'État pour aller se mettre en opposition à l'extérieur pour faire conduire le Mali. On ne peut pas permettre que des anciens mauvais gestionnaires qui ont mis le Mali à genoux se constituent en opposition pour s'asseoir à Côte d'Ivoire pour faire conduire le Mali. Même s'ils ne sont pas là, on a vu comment les autres pays ont fonctionné. Excuse-moi, il faudrait qu'il y ait cette justice pour que les gens prennent conscience de tout ce qu'ils ont fait. D'accord. Voilà. Il faut cette justice. Il y a Malick Maïga qui veut répliquer. Restez en ligne. Oui, Malick Maïga. En fait, tout ce que je voulais dire, c'est que la transition, on l'a dit, on dit le meilleur dirigeant, c'est celui qui prépare son successeur. Je pense que les colonels, sinon les dirigeants de cette transition, ont plus à gagner à préparer des élections très rapidement et essayer, on sait qu'il n'y a pas d'élection propre, quitte à eux de préparer un d'entre eux qui porte cette idéologie et continuer la lutte, mais de façon plus légale et plus stratégique encore. Mais dans cette situation actuelle, ils sont frappés de deux choses. Non seulement la légalité, mais la légitimité, ça se discute. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est Bamako en fait qui fait et défait. Mais qu'est-ce que le peuple, le Mali, à l'intérieur, ces populations, on les a écoutées? C'est Bamako qui fait et défait. De 91 à aujourd'hui. Alors, c'est Bamako qui fait et défait, Malick Maïga. Et dans le cas échéant, si ce n'est pas la politique, on sent toujours que c'est Kidal et Kati qui font et défont. Pardon?
Ouais, allez-y. Voilà, donc, Le frère Maïga dit qu'il a raison. voilà, pour terminer, non, pour terminer, Il va terminer. j'ai dit pour terminer, je suis d'accord avec tous les principes que vous défendez, mais je dis que le court terme serait le mieux pour une transition qui a déjà presque plus de 2 ans. Oui. Plus de 2 ans. Et si ça continue, nous risquerons de revenir dans ce qui s'est passé en 68, où un comité a pris le pouvoir et de promesse en promesse, ils ont fait 23 ans. Et je reviens justement pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est ce schéma-là que certains combattent. Parce que Choguel n'est pas venu avec un plan de sortie de crise par rapport à la transition, par rapport au Mali, par rapport à ce que nous vivons, mais il est venu pour vouloir refaire ce qui a été déjà fait par le passé. Et ça, on sait déjà que ça finit en échec. Alors, toi, la réaction rapide? J'ai dit, je suis d'accord qu'il faut aller vite aux élections. Mais aller vite aux élections ne dit pas que la justice ne va pas faire son travail. Excuse-moi. Voilà. Ok. On ne va pas laisser les voleurs pour attendre que quand il y aura un régime légal pour les poursuivre. Surtout dans ce flagrant. Sinon, à quoi ça sert de faire des nouveaux vérificateurs? À quoi ça sert de faire de la justice? Là, vous regagnez mon confrère Monoko Toali. C'est ce qu'il a dit. Non. Ça doit se faire de pair. Autant on va aller vers l'élection rapidement, autant on va débroussailler le terrain. Ça va se faire de pair en même temps. Merci beaucoup. Alors, Toali va réagir tout de suite. Ne quitte pas. Oui, mais justement, sur le terrain de la justice, je n'ai rien à dire qui pourrait être contraire à ce qu'il a dit. C'est moi qui ai dit que le vérificateur général, son bureau, est une institution qui, chaque année, produit des rapports, des tonnes, bien entendu, des pages et des pages. Sans effet. Sans effet. Alors, où en sommes-nous? Et c'est du domaine de la justice et à la justice de gérer cette équation qui n'a rien de politique, parce que la justice n'a rien de politique, elle est indépendante, elle est autonome. Donc, je suis parfaitement d'accord avec notre frère qui appelle de l'extérieur et qui enrichit ce débat ce matin. Maintenant, pour le nœud de ce problème, c'est l'embargo. L'embargo, il faut qu'on quitte l'embargo, parce que nous qui sommes sur le terrain ici au Mali, on sait combien de fois les gens commencent à... Tout n'est pas dit, mais chacun t'appelle au moins dans la journée, vous pouvez recevoir 5 à 10 appels des amis qui disent mon gars, si tu as 200 francs, si tu as 1000 francs, si tu as 5000 francs, c'est chose qu'on ne faisait pas. C'est pour dire que ça chauffe. Il ne faut pas encourager et laisser perdurer cet embargo. Alors, il ne faut pas laisser perdurer cet embargo. Lawa Goulé, depuis Conakry, la capitale guinéenne. Vous pouvez rester en contact, sinon vous pouvez rappeler dans 2-3 minutes, puisqu'on va aborder l'autre sujet. La sortie de l'imam Mahmoud Diko, qui a profité du forum de Bamako, en tout cas, pour sortir ce qu'il a, en tout cas, dans la ville, ce qu'il a au fond du cœur en tant que grand imam, en tant que personnalité morale et l'éclairé du M5, et sans laquelle, disons, Ibeka et son régime n'allaient pas tomber et que les colonels allaient parachever, en tout cas, le mouvement démocratique du mois de juin, juillet et août. On va rentrer dans ce truc-là. Si vous voulez, vous pouvez tout de suite dire 2 mots avant que je passe la parole aux 2 invités ici, depuis le studio à Faladi. Vous savez, Oui. on dit souvent à l'église, quand tu vas voir le prêtre pour faire ta confession, c'est un serment qui doit jamais sortir de la bouche de ce prêtre. Ah oui? Quand un fidèle croyant ou un guide spirituel se devait de son serment, ça devient difficile. Ah bon? Mais n'oublions pas qu'il reste humain. Il reste homme, il est chair. Je laisse l'imam Diko avec sa conscience. Vous savez, Oui. nos religions sont devenues politiques sans le vouloir, peut-être. Nos religieux, la plupart sont devenus politiques sans le vouloir. Parce que l'Occident essaie par tous les moyens. Ceux qui veulent faire tomber nos pays cherchent par tous les moyens pour voir dans quelle mesure corrompre l'esprit de ceux qui sont des guides pour les autres. Une chose, que son intégrité est toujours là et qu'elle est toujours patriote pour le Mali. Il a fait une sortie pour moi désastreuse. Désastreuse. Pas tout qui s'est dit. Vous ne trouvez pas que le mot est fort? Et je l'assume. Vous me connaissez, j'assume ce que je dis. Ok. C'est un tonton que je respecte, que j'aime beaucoup, qui a été là quand il fallait. Tu peux jouer au football
la ligne de feu. Ça porte à l'interprétation. Chacun va interpréter sa manière. Est-ce qu'il est en train de trahir le peuple? Parce que sur d'autres angles, on sait qu'il a des connotations avec certaines personnes qui n'aiment pas les Mali. Ah bon? J'ai déjà sûr. Ok. Monsieur Diko, vous savez que je ne parle jamais au hasard. Les téléspectateurs vous écoutent en tout cas avec plaisir. J'assure. Tous ceux qui vont se dresser ou se lever, qu'ils soient religieux ou pas, toute personne qui va vouloir trahir la lutte, la cause, sera trahie. Elle se trahira elle-même. Parce que vous savez, le peuple va toujours triompher. Et nous sommes à un rendez-vous aujourd'hui où le peuple africain, ce n'est plus le même peuple des années 60. Comme on voulait donner l'exemple de 68 par mon frère Maïda, les jeunes d'aujourd'hui, ce ne sont plus les mêmes jeunes. Nous sommes comme le pont. Ceux qui sont derrière vous là, ces vingtaines-là, n'ont pas connu toute cette époque de 68. Ils ont besoin d'une nouvelle vie, d'une expérience de vie. Et ceux-là, ils n'ont pas le temps de faire le discernement que vous, sur le plateau et moi, nous sommes en train de pousser. Ils connaissent les réalités, ils suivent l'actualité d'ailleurs et d'aujourd'hui. D'accord. Donc l'imam Diko aurait pu se défaire de certains propos. D'accord. Entendu, Malik Maïga va donner son point de vue tout de suite par rapport à cette sortie de l'imam Mahmoud Diko. Malik Maïga. Avant même sa sortie, moi j'ai tout le temps dit et soutenu que politique et religion ne font pas bon ménage. Je l'ai critiqué en son temps, depuis l'affaire du Côte, l'organisation, depuis la création même du Haut Conseil islamique, nous l'avons critiqué, il y a nos écrits, il y a nos publications qui existent. On avait dit qu'on est en train de quitter en réalité la voie normale d'un État souverain indépendant pour nous livrer justement aux scolastiques des gens qui, en réalité, excusez-moi, peut-être ce n'est pas le cas de Diko parce qu'il a dû passer par un enseignement classique, mais remarquez quand même que depuis Zongo l'a dit dans son édito, des jeunes depuis l'âge de 4-5 ans qui traînent avec une petite tasse durant toute leur adolescence jusqu'à l'âge de 20 ans. Ils n'ont ni appris, ils n'ont ni étudié que chercher à faire vivre un gourou. Et que celui subitement se trouve avec un chapelet, un voile sur la tête, avec rien dans le crâne, et il s'assoit, il guide la prière, il fait des prêches sur du zéro. Alors imaginez que ces individus deviennent des symboles de la spiritualité dans un État, c'est la catastrophe. Et je vais vous dire, les pays dans lesquels nous avons ce phénomène, comme Diko, ce sont les pays les plus corrompus. Parce que les gens comptent beaucoup plus sur les voies du Seigneur que sur l'effort, le travail, le bon sens, ainsi de suite. Maintenant, par rapport à la sortie de Diko, je l'ai tout entendu, dans la vie, il faut savoir prendre sa retraite. Ah oui? Ah oui. Vous pensez qu'il doit aller à cette retraite? C'est malheureusement le cas qui trouve et les hommes politiques maliens et les guides religieux politico-religieux du Mali. À un moment donné, il faut savoir que j'ai assez fait sur le tour de la nouvelle génération, avec leur contexte. Diko aurait dû s'abstenir de parler, aurait dû se comporter en imam quand on lui avait donné la parole, faire ce qu'on dit, des prières pour le pays, et aussi demander à plus de cohésion, ainsi de suite, et s'adresser de façon honorable à la communauté internationale pour leur dire de revenir à leur humanisme, comme un religieux doit le faire. Un Dalai Lama le fait tout le temps. Revenez à des bons sentiments. Il y a le peuple qui souffre. Alors, mais dire qu'à l'intérieur ils sont arrogants, l'autre est orgueilleux, lui-même il est quoi alors? Dieu? Alors lui-même il est quoi alors? Toi, oui, moi je vais prendre le contre-pied de mon frère. J'invite les Africains à être cohérents. Quand le moment des élections arrive, nos candidats, même les prix appréciés par les populations, vont soit en Euro du Sahel, voire Boué, pour lui demander de leur confier le pouvoir. Il est béni, ils vont aller voir Aïdara, ils vont chez Diko et ils deviennent les élus. Que ce soit chef d'État, que ce soit député, que ce soit. C'est eux qui créent cela. Ça, c'est un premier facteur. Au niveau de l'animation de la scène politique, l'animation de la scène politique est dédiée aux structures indiquées, créées
la matière, dont les mouvements et les partis politiques qui ont pour objet la conquête et la gestion du pouvoir. Vous comprenez? Oui. Tant qu'on ne définit pas les choses, on fait le débat de fourre-tout. Et chacun dit ce qui lui passe par la tête. Et il n'y a aucune cohérence là-dedans. Il n'y a aucune logique dedans. Il n'y a aucune objectivité. Et on nous amène sur des terrains des passions, des émotions et des colères inutiles. Et voilà, on nous en sort. Qui a fait les prêches de vendredi au boulevard de l'Indépendance? C'est pas Mamoudou Diko? Il était applaudi à ce moment. Il a défié les pouvoirs ici. Il a été applaudi. Mamoudou Diko a été qualifié de tous les noms de peu on aurait appelé Mahomet ou Jésus. On l'a appelé le Saint des Saints, le très respecté, l'éclairé, le sage. Qu'est-ce qu'on n'a pas donné comme qualificatif au sens positif du terme? Et les gens s'étonnent aujourd'hui. Écoutez, ayons la philosophie de la cohérence. Moi, j'aime la cohérence. C'est pourquoi j'ai dit notre mission, nous, en tant que professionnels, experts du monde de l'information et de la communication, nous ne sommes pas des militants. Nous ne sommes pas des militants. On dit les choses telles qu'elles se passent. Si vous voulez, vous applaudissez. Si vous ne voulez pas, vous laissez. Mais nous ne travaillons pas pour plaire aux gens ou de déplaire aux gens. Qui a donné valeur ici, sur la scène politique, à Mamoudou Diko? C'est les politiques, non, c'est les autorités, c'est les militants et autres. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, aujourd'hui, chacun dit, on n'a plus besoin des politiques, chacun critique, il dit ce qu'il veut. Moi, j'ai ri. C'est les mêmes qui marchaient pour aller à Kati, dormir là-bas avec Sanogo. Ils ont tout dit. Quand Sanogo a eu des problèmes, il est resté seul. Il ne faut pas, ils vont créer des problèmes au Assimi aujourd'hui. Voilà le fond pour moi. Qu'ils fassent des grâces. Ils n'ont qu'à éviter à ces militaires-là leur gestion, partir la tête haute pour qu'après, ils ne puissent pas être rattrapés par certaines lois. Moi, c'est mon souci. Mamoudou Diko, qu'il soit sorti, qu'il ne soit pas sorti, qui l'a fondé, qui l'a créé. Les comités stratégiques, l'homme penseur, ceci, cela. Il y a eu trop de vocabulaire et le comité stratégique est disloqué. Vous savez, la conquête du pouvoir nécessite préalablement la philosophie d'une idéologie. L'idéologie va être soutenue par un projet de société. Lequel projet de société va dégager les moyens, les stratégies, les mécanismes et être défendu. Mais on fait un fourre-tout. L'autre m'a trahi hier, il ne m'a pas donné le marché, je suis contre lui. Le pouvoir devrait me nommer ministre, il ne m'a pas nommé ministre, je suis contre lui. Tout le monde se retrouve dans les rues, on dit ce qu'on veut, et après, on laisse maintenant la gestion du pouvoir à part la France. À part CEDEAO, à part la France. Mais ça passe à le programme. Ça passe à le programme. Le programme de la gestion d'un État ne peut pas être à part la France, à part la CEDEAO. Je suis désolé. Mais il faut qu'on le dise. Le projet de société, c'est comment soigner les malades au Mali. Comment nourrir les gens au Mali. Comment scolariser les gens au Mali. Comment faire en sorte que les choses évoluent normalement. Voici les fondamentaux. Dès l'instant que on donne la possibilité aux gens qui ne devraient pas être sur la scène politique, ils deviennent les vedettes de la scène politique. Comment on peut demander à un imam de choisir les premiers ministres? Comment on peut demander à un imam de choisir les ministres? Et même lui, il a dit hier que non, il avait rencontré Assimi, et s'ils vont nommer quelqu'un, de le consulter, et il va apprécier, maintenant, publiquement, il va dénoncer. Écoutez, comment c'est lui qui va être l'homme qui fait et qui défait les politiques d'un pays, d'une nation? Écoutez, il est l'homme religieux et il mérite le respect à ce titre-là. Il faut qu'on ait le courage de lui dire, va dans ta mosquée, tu vas prier pour nous. Quand on a des problèmes, tu vas être une garantie morale pour apaiser la situation, pour calmer la société, pour créer la cohésion, pour créer l'harmonie. Voici la mission théologique des religieux. Ouais, Monsieur Touali, vous savez quand même le rôle important, la personnalité de l'imam Mamoudou Diko. Est-ce que c'est une personnalité qu'il faut mettre à l'écart dans ce pays-là? Mais vous comprenez, c'est le fourre-tout qui raisonne et qui nous a amené à ces arguments. Ouais. Un théologien n'est pas un politicien. Il y a la théologie et il y a la politique. Et si on fait la confusion, quand au départ, nous autres, nous disions que l'imam et les religieux
Certains citoyens disaient non, il est citoyen comme tout le monde. Il a son point de vue à dire. Non, un homme de la théologie reste dans une logique de cohésion, de paix. Et c'est pourquoi je suis d'accord avec le frère qui disait tantôt, il est mal sorti. Évidemment, il est mal sorti. On ne peut pas faire un colloque sur la paix et tu profites du colloque pour créer le désordre. À la matière, il a fait une mauvaise sortie au niveau de la forme, parce que le contexte était celui de retrouver la paix. Voilà. Alors, toi, tu as quelque chose à dire tout de suite là? Mais vous savez, l'islam, c'est la paix et la tolérance. Quand un imam s'est défait de sa route, c'est pour vous dire, moi j'assume, c'est Dieu qui l'a mis en confusion. Ouais. Sinon, comme le frère Maïga l'a dit, si c'est à un certain moment, il faut être regardé, il faut savoir faire un pas en arrière. Procéder à une introspection sérieuse de soi, se remettre en question et d'abord d'aller là-bas. Il fallait que le Mohamed Diko demande à la communauté internationale de penser à la souffrance du peuple. Je l'aurais applaudi. Mais s'il sort avec ses propos de ce genre, je dis il est de connivence. Et j'assume ce que je dis. Et un théologien, comme le frère le disait, un théologien, c'est pas un homme politique. Il ne peut pas donner l'orientation d'un pays. Non, il sort de son Les rôle. mauvais imams, ce sont des personnes qui participent à la corruption morale de nos jeunesses. Voilà. C'est d'avoir pauvre d'esprit, c'est-à-dire ils n'ont pas cette force de travail. Et on suit simplement un guide spirituel. S'il n'a pas du discernement adéquat, il ramène tout le monde à la bouche. Parfait. Toé Tepi, Conakry, la capitale guinéenne. Je pense que Malik Maïga a quelque chose à ajouter tout à l'heure. Oui, Malik. Non, en fait, il a déjà dit ce que je voulais dire. Il a tout dit. Oui, voilà, c'était ça. Voilà, d'accord. Je ne sais pas si tu as un mot à ajouter par rapport à ce débat. On sort de ce débat. J'espère simplement que les auditeurs vont profiter de la qualité et de la pertinence. Le débat. Allô? Oui, on t'écoute. J'espère simplement que les auditeurs vont avoir plus de discernement par rapport à la contribution des frères sur le plateau. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il nous appartient à nous tous de nous remettre en question, de voir à quelle mesure chacun peut contribuer à l'évolution de notre situation. Et de ne pas hésiter un temps soit peu à se défaire d'une personne qui, par des propos ou par des comportements, apporte la haine ou par des propos essaie toujours de faire plonger le peuple à travers le gouvernement de transition. D'accord. Est-ce que tu as un message particulier pour le président de la transition? Parce que quand on sait avec les murmures de Dakar, on veut, les chefs veulent un premier ministre neutre. N'est-ce pas un piège qui ressemble à celui de Amadou Aya Sanogo avec le docteur Moudou Cheikh Moudou Diarra? Excusez-moi, est-ce que c'est le président qui sont assis là-bas? C'est la CEDEAO qui a mis en place les premiers ministres. Ok. Assimi Goïta doit assumer. Il n'a pas de leçon à recevoir de ces personnes qui n'ont pas de moralité. Il n'a pas à... Attends, qu'est-ce que vous appelez premier ministre? Neutre. Il n'y a pas de premier ministre neutre. On a vu le cas avec l'ex-premier ministre qui est parti. Excusez-moi. Il fait un pantin qui peut téléguider. Et que nous allons faire descendre, on va dire encore la transition, c'est à repousser chemin. Nous sommes l'équipe qui est là pour continuer et finir la transition. Restons là. D'accord. Entendu. Ok, Malik a un dernier mot. Merci. Ouais, mon dernier mot, c'est que je félicite, j'encourage cette transition. J'invite Assimi Goïta et ses pairs à être beaucoup plus, plus vigilants encore davantage, parce que, comme l'a dit Sékou Touré, le jour où on m'applaudirait, c'est que je vous ai trahi. Alors tant qu'ils prendront des coups, les sanctions tombent, on sent qu'ils n'ont pas trahi leur peuple. Merci. Toali? Oui, moi je voudrais vraiment qu'on apprenne à recadrer les débats et en poser clairement les sujets.
Parce que si on est dans une période critique comme celle-là, et qu'on mélange tous les sujets, et qu'on fait tout à la fois, on ne sait plus lequel des sujets nous traitons, et c'est là la manipulation intervient. On est dans une période exceptionnelle. Il y a une transition, il faut réfléchir, encourager tout le monde, les autorités, pour enfin proposer un chronogramme avec lequel ils vont discuter avec leurs compères de la CEDEAO. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, l'embargo, quoi qu'on dise, il faut le lever. C'est les Maliens qui souffrent. J'ai dit l'œuf 125 francs. Désormais, les petits, je ne peux pas, comme ceux qui s'occupent de ce dossier, que tel notre consoeur Mariam connaît, qui la vie lutte contre la vie chère, et joue leur rôle, ils parleront. Mais demandez au patronat malien s'ils sont tous heureux là-bas. Conseil malien des chargeurs. Conseil malien des chargeurs. Conseil malien des transporteurs routiers. Il faut leur demander. C'est eux qui peuvent dire oui, on est heureux ou on n'est pas heureux. Sinon, tout ce qu'on va dire partout sur les réseaux sociaux, la ZTN, ou sur les rues, au boulevard, mais la plupart des gens du boulevard, c'est pas tout le monde qui est aussi gros commerçant qui fait des entreprises. Les entrepreneurs, c'est ça, c'est ce que c'est l'embargo. Donc, je voudrais terminer par là pour dire que nous saluons tous la nation malienne que nous soutenons. Nous saluons tous les plus hautes autorités, en l'occurrence le président de la transition et les colonels qui jouent normalement, qui travaillent, qui parlent peu, parce que c'est de ça qu'il est question, ils travaillent, ils parlent peu, et il faut que les politiques sachent aussi parler. Le Premier ministre doit aussi revoir sa philosophie de communication. Il a tellement parlé que finalement on se pose la question si lui-même il n'est pas aussi resté dans le vol. C'est aussi ça la réalité. Parce qu'il a été contredit. Il a dit à l'OCNT que les 24 mois sont incompréhensibles. Le lendemain, on a amené quelqu'un au Togo. Il y a une contradiction. Quelque chose ne va pas. Soit qu'il est déconnecté des réalités du moment, ou il ne répond plus. D'accord. Il faut donc, pour terminer, qu'on soit sérieux dans nos engagements. Quand on prend une décision, on l'assume. Je vous remercie. Alors, toi, un dernier mot et on va boucler. On apporte tout notre soutien au gouvernement de transition. Je pense qu'avec beaucoup de débats, avec tout ce qui s'est passé, les colonels ont été sur la même direction. Merci beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, comme les confrères l'ont dit, il faut qu'on reste unis, solidaires, pourvu que l'embargo soit levé, que le Mali se retrouve. On a beaucoup appris de cette période et je suis certain que ça portera ses fruits dans les comportements futurs. Mais restons unis et solidaires. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez actuellement. C'était à nous l'actualité, le débat. Vous avez suivi, c'est avec beaucoup de passion, en tout cas, ce débat-là, animé par Monoko Touali et à ma droite, DG Afrique de l'Ouest, Afrique Média TV, Malik Maïga à ma gauche, directeur de publication Afrique fédérale, et notre confrère Lawaboulé Tomé Tepi, la Guinée-Conakry, a accepté, en tout cas, apporter sa contribution, en tout cas, qui a apporté du tonus à cette émission-là. Je vous remercie, à très bientôt. Merci infiniment sur la chaîne Minya TV. À très bientôt.